L'explosion a eu lieu à 6 heures. C'est une bombe artisanale qui avait été placée à l'intérieur de l'église, a déclaré à l'AFP le colonel Narcisse Mouteba Kachale, maire de Béniville, au nord Kivu à l'est, et policier. 2 femmes ont été blessées, l'explosion ayant eu lieu avant l'heure d'affluence des fidèles pour une importante cérémonie de sacrement de confirmation aux enfants, a précisé à l'AFP le vicaire général de Béni, Monseigneur Laurent Soundiria. Ils ont visé une grande foule parce que la cérémonie va réunir des enfants, leurs parents et des fidèles, a expliqué le prélat catholique. La messe pour administrer le sacrement de confirmation ne sera pas reportée, a martelé Monseigneur Soundiria. Des traces de sang étaient visibles à l'entrée de l'église, a constaté le correspondant de l'AFP dans la ville. Des éclats de vitres et des morceaux de bois étaient éparpillés à l'intérieur, à côté d'appareils de sonorisation très endommagés. Je venais d'entrer dans l'église à peine. Je voulais m'asseoir, j'ai entendu boum. Du sang a commencé à couler de ma bouche. J'ai perdu 4 dents avec des blessures au bras, a témoigné à l'AFP sur son lit d'hôpital Antoinette Kavira, l'une des victimes. La deuxième blessée, atteinte à la jambe et encore sous le choc, n'a pas souhaité s'exprimer. La déflagration a été entendue à la ronde dans la paroisse Emmanuel Boussili, située dans un quartier populaire de Béniville, selon des témoins interrogés par l'AFP. Des experts de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO et de la mairie de Béni se sont rendus sur place et ont sécurisé le périmètre. Laurent Gbagbo est arrivé à Mama, son village natal, à la tombée de la nuit, en provenance d'Abidjan qu'il avait quitté par la route à la mi-journée. Dès l'aube, l'artère principale de Mama était le théâtre d'un ballet incessant de cars, de motos et de voitures particulières, rempli de partisans de l'ancien président venus assister à son retour dans son village. Dès sa descente de voiture, l'ex-président a pris un bain de foule. Il a remercié les gens d'être venus si nombreux. 10 ans d'absence, c'est beaucoup. Demain, je vais vous donner des nouvelles, a-t-il ajouté. Malgré le coucher du soleil, l'annonce de son arrivée a continué à attirer vers Mama des centaines de personnes venues des villages environnants, a constaté un journaliste de l'AFP. Avant d'arriver, il est allé à Blouson, localité proche, se recueillir sur la tombe de sa mère, décédée en 2014, alors qu'il était incarcéré à la prison de la Cour pénale internationale. Entre la ville de Gagnoa et Mama, distant de 5 km, le service d'ordre était assuré par la jeunesse du village qui fouillait véhicules et passagers à des barrages. Avant son arrivée au village, l'annonce de la demande de divorce de l'ex-président avec son épouse, avec laquelle il a formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans, jusqu'à leur arrestation en 2011, était au cœur de toutes les discussions. Ils sont mariés depuis 1989 et ont eu 2 filles ensemble. Le jugement sera rendu le 29 juin 2021, a annoncé lundi dans un communiqué la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années de pouvoir, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après une énième convocation à laquelle il ne s'est présenté fin février, la commission a réclamé une condamnation à 2 ans de prison contre l'ancien chef d'État. L'ex-président, cette fois-là, avait non seulement ignoré la commission, mais aussi une décision rendue en janvier par la Cour, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Lors d'une audience virtuelle en mars, l'avocat de la commission a estimé que la question n'est plus de savoir si l'ancien président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester. Le statut d'ancien président de Jacob Zuma ne le protège pas de la loi, a-t-il martelé. Quelques semaines plus tard, dans une requête plutôt inhabituelle, la justice sud-africaine a demandé à l'ex-président de déterminer lui-même la sanction appropriée en prévision de l'audience de mardi. Jacob Zuma, 79 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission en 2018. Il a été remplacé par l'actuel président, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, mais a lui-même été appelé à témoigner devant la commission. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures, a ordonné le colonel Narcisse Mouteba, maire de Béni, dans une déclaration aux médias.
Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme, a ajouté cet officier de police qui a remplacé depuis quelques semaines le maire civil dans cette ville de la province du Nord Kivu. Le colonel Mouteba a par ailleurs demandé à toutes les personnes qui voudraient accéder à la ville de Beni de se munir de leurs pièces d'identité. Dimanche soir à Beni, le porteur d'une bombe a été tué dans l'explosion de son engin près d'un bar. Plus tôt dans la journée, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes. Un autre engin similaire avait explosé samedi soir, non loin d'une station-service dans la périphérie de la ville, sans faire de dégâts. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que le kamikaze qui s'est fait exploser est un sujet d'origine ougandaise, répondant au nom de Ngoudi Abdallah, très actif aux côtés de son chef, le sinistre terroriste Amigo, un commandant des forces démocratiques alliées ADF. L'armée a demandé à la population de Beni de dénoncer tout mouvement suspect, de se désolidariser des groupes armés et de se ranger derrière les forces armées. Beni et ses environs sont la cible depuis octobre 2014 du groupe ADF, affilié selon les États-Unis aux djihadistes de l'État islamique. Une série de massacres commis par des ADF a fait au moins 6 000 morts depuis 2013, d'après un décompte de l'épiscopat congolais. Mais c'est la première fois qu'une attaque vise de cette manière une église catholique ou que le porteur d'une bombe se fasse exploser. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais, où les provinces du Nord Kivu et celles voisines de l'Ituri ont été placées en état de siège le 6 mai. Le balai citoyen a déposé sa plainte auprès du procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, évoquant la situation sécuritaire préoccupante dans notre pays, selon un communiqué transmis à l'AFP. Le mouvement met plus particulièrement en avant l'attaque de Solan. Dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué ce village du nord-est, tuant au moins 132 personnes, selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Ce massacre, qui a provoqué une vive émotion, constitue l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso depuis le début des violences djihadistes en 2015. La non-intervention du détachement militaire basé à Seba, 15 km de Solan, et la durée de l'attaque, qui a été d'environ 4 heures de temps, ont poussé le balai citoyen à formuler cette plainte, a affirmé le mouvement, en pointe lors de l'insurrection populaire qui entraîna la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en octobre 2014, après 27 ans de pouvoir. Ce massacre constitue le symbole de l'incapacité notoire, voire de l'insouciance du gouvernement, à protéger la population contre le péril terroriste, selon le balai citoyen, qui estime que le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré a consciemment fait le choix d'abandonner la population à leur triste sort. Face à cette trahison d'un gouvernement insouciant aux appels au secours de populations en détresse qu'il a l'obligation de protéger en tout temps et en tout lieu, le balai citoyen a demandé à la justice d'en tirer toutes les conséquences de droit. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes. Ces attaques ont fait environ 1500 morts et contraint près de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer. L'honorable Jean Bosco Assamba vient d'être libéré, a déclaré son avocat Jean-Marie Ezadri, estimant que cette décision des autorités est tombée certainement en raison de la pression populaire et des médias. Élu de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri et membre de la coalition des partisans de l'ex-président Joseph Kabila, Assamba avait été convoqué par le service des renseignements de la police dimanche, puis détenu dans un cachot selon maître Ezadri. Soupçonné d'outrage au chef de l'État pour des propos tenus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il a été transféré lundi à la prison de Bounia après avoir été auditionné par le procureur militaire. Plus tôt dans la journée, des voix s'étaient élevées pour réclamer la libération du député. En RDC, la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Libérer le député Assamba. Cette arrestation n'honore pas ceux qui l'ont opéré. Ne faites pas du pays un jungle, avait réagi sur Twitter le défenseur congolais des droits de l'homme, Jean-Claude Katende. Depuis l'annonce de l'emprisonnement de Assamba,
Plusieurs internautes congolais ont repartagé et commenté la vidéo incriminée dans laquelle on voit le député dire entre autres « Le président de la République trompe beaucoup, tout ce qu'il promet, il ne le fait pas. Il n'y a rien d'outrageant dans les dires du député à Samba. Ceux qui l'ont incarcéré n'ont aucune raison pour soutenir leur boude. Libérez-le », jugeait de son côté Nicolas Mbiya, un autre activiste pro-démocratie. Son emprisonnement est une énième atteinte flagrante à la liberté d'opinion et d'expression. Il s'agit ici d'un représentant du peuple. De surcroît, Assamba doit être immédiatement libéré sans condition, a écrit Jean-Maubert Sanga, un autre défenseur des droits de l'homme. Les ministres de la Défense, Chérif Saï, et de la Sécurité, Ousseini Compaoré du Burkina Faso, ont été limogés par le président. Le décret lu par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Le président du Burkina Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, précise en second décret. Un nouveau gouvernement est en place. Le remaniement ministériel intervenu ce 30 juin 2021 s'inscrit dans ma volonté de donner un nouveau souffle à notre engagement face aux défis majeurs de notre nation, a déclaré Kaboré sur ses comptes Twitter et Facebook. L'accompagnement et le soutien de l'ensemble des filles et fils du Burkina Faso seront les ferments de ce nouvel exécutif dans la construction d'une nation sécurisée, de paix et de prospérité, a-t-il poursuivi. Le président Roch-Marc Christian Kaboré avait déjà gardé ce portefeuille lors de son premier gouvernement en 2015 avant de s'en décharger quelques mois plus tard. À ses côtés, le colonel-major Aimé Barthélemy Semporé a été nommé ministre délégué chargé de la Défense nationale. Mi-juin, l'opposition avait réclamé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense face à la montée des violences djihadistes de plus en plus meurtrières. Pour rappel, dans la nuit du 4 au 5 juin, des hommes armés, dont des jeunes âgés de 12 à 14 ans, selon les autorités, ont attaqué le village de Solane au nord-est, tuant au moins 132 personnes selon le gouvernement, 160 selon des sources locales. Des manifestations de colère de milliers de Burkinabés contre cette violence ont déjà eu lieu dans tout le pays et d'autres sont prévues le week-end prochain à l'appel de l'opposition et de la société civile.